Donc maintenant, on a vu un peu rapidement le modèle d'un réseau de neurones de type perceptron multicouche, réseau feed-forward de façon plus générale. On va s'intéresser maintenant à l'algorithme pour faire l'apprentissage. Donc, jusqu'à présent, je vous ai montré le modèle, mais maintenant, la question, c'est de quelle façon peut-on apprendre les poids de notre réseau de neurones? Avec l'algorithme de rétropropagation des erreurs, en anglais, on parle de backpropagation, euh, cet algorithme-là permet de faire l'apprentissage, permet d'apprendre les poids de notre modèle. Donc, si on veut apprendre avec un perceptron multicouche, on veut déterminer les poids W, W0 de chacun des neurones. Donc, on veut que tous les neurones qu'on a, on puisse établir les valeurs des poids. Et c'est seulement lorsqu'on va avoir ces poids-là, qui sont optimisés selon certains critères, qu'on va avoir un modèle intéressant. Et donc, la rétropropagation des erreurs, ça se fait tout simplement par descente du gradient. Fait que ce qu'on a vu il y a 2 semaines sur la descente du gradient dans les modèles linéaires, on va l'appliquer ici. Mais ça ne s'appliquait pas directement. Ça s'applique en faisant usage de certaines astuces que je vais développer. Et donc, pour la couche de sortie, c'est direct. La couche de sortie, c'est comme avec un modèle d'un discriminant linéaire. On a une erreur, donc une erreur observée. On définit une critère d'erreur comme les moindres carrés, par exemple, ou inj, ça pourrait être possible aussi. Donc, on a une certaine mesure, ouais, entropie croisée. Donc, ça, c'est plus intéressant encore. Donc, on a une certaine erreur, puis on va faire la dérivée partielle des paramètres des neurones de la couche de sortie. Puis avec ces dérivées partielles-là, on va faire une descente du gradient. On va être capable directement d'ajuster les poids afin de minimiser l'erreur qu'on observe en sortie. Donc ça se fait très bien parce qu'on va utiliser l'erreur entre les sorties désirées et les sorties obtenues. Pour ce qui est des couches cachées, c'est plus délicat. Donc, on va regarder les sensibilités. Donc, un peu l'influence qu'a un neurone sur une couche cachée relativement aux neurones de la couche de sortie. Puis, selon les erreurs observées sur les couches de sortie, on va tout ajuster. Donc, on va avoir la sensibilité qui lie le neurone de la couche cachée à un neurone de la couche de sortie et l'erreur associée. Et tout ça va être modulé en conséquence. Et donc, ça ressemble à ça ici, c'est de dire qu'on a un modèle, par exemple, de rétropropagation des erreurs, où on va se concentrer sur la vue ici, la vue de ce neurone-là. Donc, ce neurone-là, lui, travaille en relation avec les neurones de la couche suivante et les neurones de la couche précédente. Donc, autant qu'on propageait vers l'avant avec le modèle standard, maintenant, on va faire une rétropropagation vers l'arrière, où on va envoyer un signal qui part des sorties vers les entrées. Et ce signal-là va être représenté par les deltas ici, qui sont les sensibilités. Donc, on va avoir vraiment des sensibilités qui vont provenir de chacune des couches qui suivent, qu'on pourrait dire des couches de sortie ici. Ces sensibilités-là vont être intégrées dans une sensibilité spécifique à notre neurone qu'on va utiliser pour ajuster nos poids WJI, WJR et WJ0. Donc, ces poids-là vont être ajustés selon les sensibilités, mais en tenant compte quand même de ce qu'on avait en entrée, soit les WTI, WTR. Donc, on regarde ce qu'on reçoit en entrée des neurones de la couche qui précède. On regarde des erreurs qui sont transmises via des sensibilités sur les couches de la couche suivante de neurones. En intégrant ça, on est capable de faire un ajustement de nos poids localement à notre neurone. Puis ça, on fait ça pour tous les neurones de notre réseau. Donc, de la sortie vers l'entrée, en rétropropageant l'erreur. Donc, comme valeur de sortie des neurones, on va appeler YJT la valeur du neurone J pour la donnée XT. Donc, on a vraiment une donnée XT en entrée. Puis la valeur YTJ, c'est la valeur que le neurone J a avec cette entrée-là. Puis ça, bien, ça correspond directement à l'application de la fonction de transfert F sur la valeur de A qui est la sortie du sommateur. La sortie du sommateur, bien, on se rappelle, c'est ça ici, là. Ça va être I de 1 jusqu'à R avec le poids WJI qui lie le neurone J actuel avec le neurone I de la couche qui précède, auquel on a le YIT. Le YIT, c'est la sortie du neurone de la couche qui précède pour la donnée XT. Et on a aussi le biais WJ0 qui est spécifique à notre neurone. Donc ça, tout ça mis ensemble, sur lequel on applique la fonction F, nous donne le YJT, qui est la sortie de notre neurone.
Comme je vous rappelle, le F, c'est la fonction d'activation du neurone. Le A, c'est la sommation pondérée des entrées du neurone selon les poids WJI, WJ0. Et donc, le WJI, c'est le lien entre le neurone J actuel et le neurone I de la couche qui précède. Et W0, c'est le biais du neurone actuel qui nous intéresse. Et c'est aussi la YI, c'est la sortie du neurone I de la couche précédente qui est connectée vers nous en entrée. Et R, c'est le nombre de neurones sur la couche précédente. Donc, on regarde combien est-ce qu'on a de neurones sur la couche précédente. Puis ce nombre de neurones-là, ça détermine le nombre d'entrées qu'on a sur un neurone spécifique à une certaine couche. Donc, maintenant, pour calculer l'erreur de la couche de sortie, on a un ensemble de données. Donc, l'ensemble de données ici qui est grand X, qui comprend les XT et RT. Donc là, la modélisation de la valeur R, elle est en mode multiclasse. Et donc, le RT ici, c'est un one-hot vector, un vecteur avec une valeur égale à 1 et les autres sont égales à 0. Donc, si XT appartient à la classe CJ, donc si on dit qu'XT fait partie de CJ, alors le RJ associé est égal à 1. Donc, pour le J de la classe qu'on est associé, le RJT est égal à 1. Sinon, RJT est égal à 0. Puis dans ce vecteur-là ici, on va avoir une valeur à 1 et les autres sont égales à 0. Ça nous dit à quelle classe appartient la donnée. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va observer l'erreur entre la donnée XT sur le neurone J et la couche de sortie. Donc là, on travaille sur la couche de sortie, je vous rappelle bien, là, ici, là, c'est vraiment la couche de sortie qui nous intéresse. Donc là, on est en sortie, on a directement la sortie du réseau de neurones. Pour chacun des neurones de sortie, on va avoir le YJT, qui est la valeur obtenue par le réseau de neurones, par le neurone qui nous intéresse. Puis on va le comparer à la valeur désirée, qui est le RJT. Le RJT, c'est ce qu'on voulait avoir comme cible. Donc, c'est l'élément finalement du vecteur qui est égal à 0 ou à 1. On va comparer à ce qu'on voulait avoir. Puis ça va nous donner l'erreur EJT, qui est vraiment l'erreur du neurone J pour la donnée T directement. Et donc là, ça, c'est une erreur par neurone, mais dans le fond, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'erreur quadratique observée pour toutes les sorties. Fait qu'on a K neurones sur la couche de sortie. En classement, on parle de 1 neurone par classe. Donc, on va dire c'est quoi l'erreur globale? Bien, on va faire l'erreur quadratique. Fait qu'on va faire la somme de J de 1 jusqu'à K. On va regarder pour chacune des K sorties. On va sommer finalement l'erreur JT, l'erreur spécifique au neurone mis au carré. Puis en sommant tout ça, on va faire la division par une demi, donc la division par 2, donc le produit par une demi, qui est une façon de simplifier les équations. Puis ça va nous donner l'erreur ET. Donc l'erreur ET ici, en E majuscule, c'est vraiment l'erreur quadratique de la donnée XT. Donc c'est vraiment une erreur d'une donnée observée en sortie. Et donc là, lorsqu'on a l'erreur d'une donnée, mais maintenant on voudra avoir l'erreur sur l'ensemble du jeu de données grand X ici. Donc, sur tout notre jeu, l'erreur correspond tout simplement à la moyenne des erreurs quadratiques par donnée. Donc, on va faire la somme des ET pour toutes les données de 1 jusqu'à n, puis on va diviser par n pour avoir une valeur moyenne. Puis ça, c'est ce qu'on appelle l'erreur quadratique moyenne observée de notre jeu de données. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une correction des poids. On va dire, mais maintenant, on va faire une descente du gradient. De la même façon qu'on a procédé il y a 2 semaines avec une descente du gradient sur des discriminants linéaires. On va faire la même chose sur nos neurones. Donc, la correction appliquée, le delta finalement sur le poids WJI, donc le poids du neurone J associé au neurone I qui précède, ça va être égal à moins dérivée partielle de l'erreur quadratique moyenne selon WJI. Puis ça, bien, ça correspond à ceci, donc moins, et bon, on a le état ici, moins état, ça provient de ce qu'on avait ici, qui est tout simplement le descendre le gradient avec un taux d'apprentissage état. On divise par n parce que dans le fond, on traite n données dans notre erreur, c'est l'erreur quadratique moyenne sur toutes les données qui nous intéressent. Puis on fait la sommation pour toutes les données de l'erreur quadratique par donnée selon le poids JI qui nous intéresse.
Et donc, l'erreur du neurone J dépend des neurones de la couche qui précède, dans le fond, parce qu'on reçoit en entrée de notre neurone J les sorties des autres neurones. Il y a quand même un lien. Et donc, on va développer ces équations-là. On va développer finalement l'erreur quadratique par donnée pour le poids WJI. Puis pour ce faire, on va passer par ce qu'on appelle la règle du chaînage des dérivées. C'est de dire, bien, vous avez l'exemple ici, c'est que la dérivée partielle d'une certaine fonction f selon x, mais s'il s'avère que f dépend de y et y dépend de x, par exemple, on peut appliquer la règle de chaînage pour avoir directement la relation entre x et f en faisant que df sur dx, c'est égal, dans le fond, à df sur dy fois dy sur dx. Donc, en faisant ce chaînage-là, on arrive à avoir directement la dérivée partielle qui nous intéresse. Donc, si je reviens à notre modèle, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir ici la dérivée selon l'erreur quadratique pour la donnée xt, selon le poids WJI, qui est le poids qu'on veut ajuster dans le cas vraiment précis ici. Mais la dérivée de ET selon WJI serait égale par chaînage, puis là, on va aller à fond dans le chaînage, la dérivée partielle de l'erreur quadratique pour la donnée, selon l'erreur individuelle associée au poids WJ. On se rappelle qu'on avait au neurone, à vrai dire, directement au neurone. Fait que le neurone J qui nous intéresse, c'est une composante de l'erreur quadratique pour la donnée. Parce que dans le fond, on se rappelle qu'on faisait la sommation pour tous les neurones de l'erreur individuelle, petit e, au carré. Donc là, on va regarder c'est quoi la composante de l'erreur quadratique qui provient du neurone J. Puis là, à l'intérieur de ça, on va dire, mais c'est quoi dans l'erreur individuelle du neurone J? Comment ça varie selon notre sortie YJT? Donc ça, c'est vraiment le lien entre l'erreur et la sortie du neurone. Ça, on va faire le lien entre le Y qui est la valeur après la fonction de transfert versus le A qui est la sortie de la sommation avant la fonction de transfert. Donc ça va capturer la relation entrée et sortie au niveau de la fonction de transfert. Et finalement, le A qui est la sommation, bien, on va regarder la dérivée partielle selon le poids WJI. Puis on est directement connecté parce que le A, c'est une équation linéaire. Donc, directement, on est en train de développer la dérivée partielle de l'erreur quadratique selon WJI avec chacun des 4 éléments qu'on peut avoir. Puis on fait la même chose pour le biais. Rien ne change si ce n'est ici qu'on a WJ0 au lieu d'avoir WJI parce que l'équation pour le biais est légèrement différente. Et donc, là, je vais vous faire le développement en utilisant la fonction d'activation sigmoïde, qui est une fonction qui historiquement a été beaucoup utilisée. Maintenant, on a d'autres fonctions dérivées des réseaux de neurones profonds, mais disons que pour cette semaine, on va rester avec la fonction d'activation sigmoïde qui permet de bien comprendre l'idée. Donc, la fonction d'activation sigmoïde, c'est la fonction d'activation qu'on avait dans le modèle de régression logistique. Donc, ce qu'on a, c'est qu'on a YJT ici, qui est égal à 1 sur 1 plus exponentielle moins AJT. Et donc, on avait 4 dérivées partielles à développer pour avoir la dérivée partielle d'intérêt pour la descente de gradient. La première, c'était l'erreur quadratique selon l'erreur individuelle du neurone J. Et donc, le critère d'erreur quadratique, on se rappelle que c'est la sommation des EJT au carré pour tous les cas. Fait que si on fait la dérivée partielle selon EJ ici, donc on voit ici qu'on utilise L. Donc ça, c'est pas J, c'est L ici, parce que dans le fond, on fait une sommation de L est égal à 1 jusqu'à K. Et le K, la circonstance où la dérivée n'est pas 0, parce que ce n'est pas une constante, c'est lorsque l'indice L est égal à J. Donc, quand dans notre sommation, lorsque L est égal à J, là, c'est comme si on faisait la dérivée de x carré. Bien, une demi x carré. La dérivée d'une demi x carré, c'est égal à x directement. Et sinon, pour les autres valeurs de L dans la sommation, c'est un autre EJT. Donc, c'est un ELT différent de J, EJT. Donc là, c'est la dérivée d'une constante qui vaut 0. Donc, finalement, tout ça revient à dire que la dérivée partielle de notre erreur quadratique selon EJT est directement EJT.
Ensuite, si on fait la dérivée partielle de l'erreur EJT selon YJT, on se rappelle que cette erreur EJT-là était définie comme étant la différence entre la valeur désirée qui est RJT et la valeur obtenue qui est YJT. Fait que si on fait la dérivée partielle selon YJT de tout ça, pour ce qui est de RJT, ça s'élimine, c'est égal à 0. Et pour ce qui est de YJT, c'est comme la dérivée de moins x qui vaut tout simplement moins 1. Donc ça, c'est la dérivée partielle de l'erreur du neurone J selon YJ. Comme troisième dérivée partielle, on a la dérivée partielle de YJT selon AJT. Et donc là, ça, c'est vraiment l'effet de la fonction de transfert parce que le A, c'est l'entrée de la fonction de transfert et le Y, c'est la sortie. Et donc, on va utiliser ici directement l'équation de la fonction d'activation, la fonction sigmoïde ici. Donc, c'est ce qu'on a là. Si on voulait utiliser une autre fonction de transfert, il faudrait changer cette dérivée partielle-là. Mais le reste ne changerait pas pour l'instant vraiment. Donc, il faut faire la dérivée partielle de l'exponentielle ici. Puis ça, c'est égal à cela. Donc, la dérivée partielle de 1 sur 1 plus exponentielle moins agitée est égale à directement exponentielle moins agitée sur 1 plus exponentielle moins agitée, tout ça au carré. Sauf que cette forme-là ici, là, OK, c'est correct, c'est valide comme dérivée partielle, mais ce n'est pas la plus agréable à gérer. C'est quand même assez lourd d'avoir exponentielle de moins agité divisé par 1 plus exponentielle de moins agité, tout ça au carré. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va la simplifier. Donc là, on va reprendre notre fonction, puis on va séparer finalement ce qu'on a au dénominateur, donc le 1 plus exponentielle moins agité. Donc ça, on le sépare ici d'un côté, puis on a ce qui reste de l'autre côté, auquel on ajoute plus 1 moins 1. Mais plus 1 moins 1, c'est comme 0, ça ne va pas dire que ça ne sert à rien. Mais pas tout à fait, parce que là, ce qu'on est en train de faire, c'est très intéressant, c'est qu'on est en train de reséparer les choses pour que, finalement, on ait la même chose au dénominateur qu'au numérateur. Et donc, si on a la même chose, ça va se simplifier. Et tout ça, mais ce qu'on peut dire, c'est que finalement, 1 sur 1 plus exponentielle moins agité, c'est directement égal au YJT. Ça vient ici. Donc, finalement, ça ici, ça correspond à 1. Et donc, ça, c'est directement ça. Et finalement, le moins 1 sur tout le reste, c'est moins 1 sur 1 plus exponentielle moins agité. Et ça, c'est égal à moins YJT. Donc, c'est quand même intéressant parce que dans le fond, la dérivée partielle de YJT selon AJT, c'est égal à YJT fois 1 moins YJT, qui est une forme beaucoup plus intéressante à gérer en soi dans l'implémentation. Donc, on n'a pas besoin de faire le calcul sur les exponentielles plusieurs fois. On le fait une fois pour avoir la valeur de YJT, puis à partir de là, la dérivée selon AJT est égale à YJT fois 1 moins YJT. Et finalement, on va faire la dérivée de AJT selon YJI. Donc, on se rappelle que le AJT, c'est l'équation linéaire, donc la sommation, qui est directement ça ici. Donc, c'est égal à sommation de L est égal à 1 jusqu'à R de YJL, donc WJL, excusez-moi, WJL fois YLT, ici, plus YJ0. Si on regarde la dérivée partielle selon YJI, le seul cas où la dérivée partielle ne sera pas 0, c'est le cas où L est égal à I. Donc, dans le cas où L est égal à I, là, ça va être la dérivée partielle de YJI fois, WJI fois YIT. Donc, la dérivée de WJI, YIT, c'est égal à YIT, parce que dans le fond, c'est WJI se dérive comme étant 1. Donc là, encore une fois, on obtient quand même quelque chose qui est assez simple, qui est finalement la sortie du neurone I de la couche qui précède. Puis similairement, si on fait la dérivée de A selon YJ0, c'est la même chose, à la différence que le biais n'est pas connecté sur aucune sortie, c'est égal à 1 directement. C'est comme la dérivée de X selon X, c'est égal à 1.
Donc ça nous donne la sortie pour y, J0. Donc, pour la couche de sortie, si on remet tout ça ensemble, donc je vous ramène à ce qu'on avait tout à l'heure, c'était égal à moins état sur n, dérivée partielle de l'erreur quadratique pour la donnée t, selon WJI. Puis ça, c'est égal à moins état sur n, sommation. Puis là, c'est l'équivalent finalement de développer par la règle de chaînage les dérivées partielles pour ce qu'on avait à gauche. Puis ça, ben, si on connecte finalement ce qu'on avait tout à l'heure, ben, on va tout simplement brancher les choses en disant, bon, eh bien, ça, c'est égal à ça ici. Tout ça ici, ça correspond à notre élément ici. Donc, ça ici, c'était tout simplement moins 1. Fait que ce qui est arrivé, c'est qu'on a changé le signe ici. Fait qu'au lieu d'être un moins, on est rendu avec un plus ici. Donc, on a changé le signe ici. Fait qu'on voit que ça a disparu. Il n'y a plus de signe ici. Étant donné la deuxième dérivée ici. La troisième, c'est ce morceau-là. Puis la quatrième, c'est ça ici qui correspond finalement à ceci, à la dérivée de AJT selon WJI. En branchant tout ça ensemble, on arrive avec cette équation-là qui est quand même assez simple comme résultat. Puis similairement, sur la couche de sortie, on fait la même chose. C'est juste que là, ce qui change, c'est la dérivée partielle au bout selon YJ0. Et donc là, ce qu'on a comme résultat, ben, encore une fois, on dit, ben, ça ici, ça réfère à ceci. Ça là, ça réfère à ceci. Ça ici, ça a permis d'annuler le signe. On est rendu à un plus. Puis ça ici, c'est égal à 1. Fait que c'est carrément, ça ne sert à rien parce que quelque chose fois 1 est égal à cette même chose-là. Donc, c'est comme ça qu'on arrive avec cette équation-là ici, qui est quand même assez simple en termes de mise à jour des biais sur la couche de sortie.